Bonjour à tous, bienvenue à MedTech with Julia, un podcast, qui parle d'innovation médicale en France ou même ailleurs. Il s'agit de traiter des sujets variés autour du progrès et des innovations médicales et technologiques. Ce podcast, est adressé aux personnes curieuses ou qui veulent en savoir plus sur, l'avenir de la santé. Donc à chaque épisode, un nouvel invité et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir le docteur Larry, chirurgien plasticien, du visage et du cou à Marseille. Bonjour docteur Larry, merci Bonjour, de bonjour Julia. merci de me rejoindre, sur cet épisode. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va. Merci, je vois que vous êtes dans votre cabinet, c'est super. Exactement. Alors docteur Larry, vous recevez, donc dans vos 2 cabinets, pour des consultations de chirurgie maxillofaciale, stomatologie, Mmh. implantologie dentaire et de chirurgie esthétique du visage. On va s'intéresser à votre activité de chirurgie esthétique. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? Comment vous avez développé cette activité et qu'est-ce qui vous plaît? Alors, c'est une bonne question. Quand j'étais étudiant, j'étais passé dans différents services. Moi, au départ, j'avais la volonté de faire neurochirurgie parce que j'étais passé au bloc, ça m'avait plu, j'avais trouvé ça intéressant d'opérer le cerveau des gens. Et puis après, au fur et à mesure des stages, je m'étais rendu compte que c'était une spécialité qui était très chronophage et qui demandait beaucoup d'investissement personnel. Donc, j'avais pas forcément envie de, après les études de médecine, de faire un boulot qui était à 100% encore dans la médecine, où il n'y a pas trop de temps libre. En tout cas, de ce que j'en avais vu chez des confrères qui faisaient ça en libéral. Et je m'étais dit, bah, je vais essayer de trouver une spécialité qui allie à la fois le côté technique et le côté un peu pointu, et aussi qui amène une vraie plus-value pour les gens. Donc, en passant un stage de chirurgie du visage, j'ai découvert la chirurgie des mâchoires, du nez, du menton, et le côté un peu changement de forme, sculpture, d'avoir un visage qui est au départ un peu disgracieux et après qui paraît plus joli à regarder. Ça m'a intéressé pour le défi un peu esthétique aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette spécialité. Donc à travers ce stage et cette, ce fait, d'aimer tout ce qui est forme, le changement et cetera, vous l'aviez déjà retrouvé dans la médecine? Vous aviez déjà vu que c'était quelque chose qui vous plaisait? Alors en fait, je voyais surtout les spécialités que je voulais pas faire. Par exemple, je voulais pas faire pédiatrie, psychiatrie, enfin, gynécologie, labo. Moi, je voulais faire un métier où vous avez un impact direct, ponctuel sur, à un moment donné chez quelqu'un, et puis après, comme un peu un coup de baguette magique, si vous voulez. Donc, la chirurgie, ça correspondait un peu à cette vision. Ouais, Après, d'accord. je voulais aussi un métier un peu stressant avec un petit défi, et, une sorte de sortir de ma zone de confort, de ne pas être derrière mon bureau tous les jours avec des consultations répétitives. Donc le fait d'opérer et puis d'avoir la responsabilité de le faire, c'était intéressant. Vous aimez le challenge? En fait, j'aimais bien à l'époque le côté un peu stressant, découverte, Mmh. nouvelle technique, etc. Ouais, ça me plaisait bien. D'accord. J'imagine que en plus, c'est toujours, différent, en fonction des patients. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure, je dirais, quelque chose à Ouais, faire, à alors pour le patient, c'est toujours en général, c'est une première ou une deuxième aventure, mais pour lui, c'est toujours nouveau et hyper important. Après, pour nous, en tant que chirurgien, bon, c'est un peu comme un pianiste. Je pense qu'il y a des gammes, et après, on peut sortir un peu de ces gammes, mais il y a des temps opératoires qui sont très répétitifs. Et après, il y a quelques temps opératoires où on laisse un peu aller son expérience et son feeling, on va dire. d'accord. Mais il n'y a pas 100% de feeling. Celui qui vous dit qu'il y a 100% de feeling, c'est pas vrai. Il y en a un petit peu, mais avec le temps, il y en a peut-être de moins en moins parce qu'on a déjà vu des cas et on sait un peu ce que ça va donner. Mmh. Et justement, quand vous voyez le résultat, quand le patient se réveille, en post-op, qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant que chirurgien, à ce moment-là? Alors moi, c'est un peu particulier parce que je suis jamais très content de ce que je fais. Donc je cherche toujours le truc qui va pas, le truc que je pourrais améliorer. Pourquoi j'ai mis peut-être un quart d'heure de plus, pourquoi ça a saigné un peu plus ce jour-là.
pourquoi je me suis pas senti à l'aise avec ma main gauche. Vous voyez, j'ai pas tellement le. Je prends en photo les patients juste avant et juste après, donc je Ouais. vois vraiment le résultat de suite. Même mieux que les patients au début, parce qu'avec l'œdème post-opératoire, ils ne voient pas forcément tout de suite le résultat. Mais c'est exceptionnel quand je me dis, waouh, c'est bien ce que j'ai fait, et je suis content de ce que j'ai fait. La plupart du temps, je me dis, ouais, c'est pas mal, mais ça, j'aurais peut-être pu faire un peu mieux. Ou alors, ah, mais telle technique, j'aurais dû choisir de la faire plus vite. Enfin, voilà, c'est plus Ouais, une vous avez sorte envie de. de voir ce qui peut être encore Ouais, amélioré et c'est ça, c'est toujours tout une démarche d'un peu d'insatisfaction un peu permanente. Mais après, je suis comme ça aussi dans la vie, donc ouais, c'est c'est votre pas, personnalité. ouais, c'est pas un trait de caractère spécifique à la chirurgie, ouais. D'accord. Est-ce que je vois que vous êtes aussi spécialisé dans la rhinoplastie, ultrasonique. Alors qu'est-ce que c'est cette chirurgie? Alors cette chirurgie, c'est bon, la rhinoplastie, c'est la chirurgie du nez, esthétique ou réparatrice. Ça peut être fait dans le cas d'un traumatisme pour réparer un choc nasal avec une déviation, ou alors pour une demande purement esthétique, de bosse, de pointe déviée, de pointe un peu large, les narines un peu larges. Enfin, il y a plein de motifs de consultation pour la rhinoplastie. Il y a aussi le côté fonctionnel. Vous avez des gens qui viennent vous voir que pour mieux respirer. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir faire les deux, avec des fois des demandes qui sont mixtes, fonctionnelles et esthétiques, des fois des demandes qui sont que fonctionnelles, où les gens, même s'ils n'ont pas forcément un nez qui est beau au départ, me disent: ah, mais je voudrais avoir un nez le même qu'avant, je veux surtout pas changer, je veux juste mieux respirer. Donc ça, c'est aussi un autre défi, de ne pas changer toujours la tête des gens. Et la rhinoplastie, donc ultrasonique, le terme ultrasonique, ça veut dire ultrason. C'est une technologie qu'un Italien a inventée au départ en neurochirurgie d'ailleurs. Et ensuite, il y a eu des applications au niveau du nez, encore par un autre Italien. Et l'idée, c'est d'aller utiliser une sorte de petite sonde. On appelle ça un insert, qui est tenu par une pièce à main. Donc on tient ça comme un moteur de dentiste en fait. OK. Et on vient passer sur les os. Et on peut soit râper, soit meuler, soit couper, soit faire des petits trous. Donc en fonction de l'insert qu'on choisit, on a une action différente. C'est un peu comme une boîte à outils avec, vous pouvez mettre sur la même perceuse, plusieurs embouts différents. Donc c'est un peu OK. Et c'est quoi les autres alternatives pour cette chirurgie? alors l'alternative qui existe depuis l'Antiquité, depuis les pharaons, c'est le marteau et le burin. À part aiguiser un peu mieux le burin et avoir des burins de formes différentes, il n'y avait pas eu beaucoup d'évolution depuis tout ce temps-là. Et cette technologie aujourd'hui permet de ne plus mettre du tout un seul coup de marteau, un seul coup de burin, Beaucoup de moins ne plus, invasif? ouais, exactement, de ne plus utiliser de râpe mécanique. Ce qui fait que les gens en fait saignent très peu, sont très peu gonflés après l'opération, ont quasiment pas mal. Ils reprennent le boulot au bout d'une semaine. Il n'y a pas beaucoup de marques, voire des fois pas du tout. Donc Ah oui. en termes de suite opératoire, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est comme, en fait, c'est logique. La technique classique, vous prenez quelqu'un dans la rue, vous l'attachez à un poteau, vous lui mettez 40 coups de marteau sur le nez. Et l'autre technique, vous prenez un laser perfectionné et vous faites pas de coup de marteau. Donc voilà, c'est la différence entre les deux. D'accord. Donc cette technique classique, elle est amenée à disparaître alors, elle est beaucoup utilisée, Alors l'ultrasonique? oui et non, parce que l'apprentissage de la technique ultrasonique est difficile. D'accord. Moi-même, j'avais appris sur la chirurgie des mâchoires et j'utilisais ça depuis 4 ou 5 ans sur les mâchoires, et le temps d'adaptation sur le nez n'est pas évident, parce que il y a des contraintes techniques, c'est-à-dire Ouais. l'appareil est un peu gros, l'exposition, ça nécessite de bien y voir. Et puis, il y a des chirurgiens enfin, on va dire que dans la formation médicale, vous l'apprenez pas. Il faut l'apprendre après. L'appréhender? D'accord. Ouais, donc Et c'est une si vous technique allez-y. ouais, dites-moi. C'est une technique du coup qui est utilisée sur les autres os du visage alors? Alors oui, oui, bien sûr, c'est utilisé même en orthopédie, même en chirurgie du cerveau. Enfin, c'est utilisé dès qu'on veut couper de l'os, D'accord. de façon très fine. Après, en fonction des chirurgies, c'est plus ou moins utilisé, mais sur la chirurgie du visage, il y a un impact majeur de cette technique. Ouais. D'accord. OK et aujourd'hui, ça représente, combien à peu près sur vos chirurgies, cette technique? En rhinoplastie, 100% des cas, je l'ai fait avec la rhinoplastie ultrasonique. En fait, Super. bon, maintenant,
j'en ai beaucoup de piezotomes, ça s'appelle. Ouais, Mais à l'époque, quand j'ai commencé, j'en avais un et un jour, il était en panne et j'ai annulé le patient que je devais opérer parce que je voulais plus utiliser le marteau et le ouais. pilon. Oui, vous Et voyez pas aujourd'hui, revenir sur la non, classique, vous préférez non. reporter sur tout de suite la chirurgie, quoi? Exactement. Non, bah, c'est clair que enfin, même pour les patients, c'est beaucoup plus intéressant si en plus, on sait que pour les suites, ça va être avantageux. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui votre plus grand défi dans votre, domaine d'activité? Euh, c'est une bonne question. Je dirais essayer de renouveler un peu la façon d'opérer, notamment dans la planification et l'anticipation des gestes. Je trouve que maintenant, avec les outils numériques qu'on a, on arrive à simuler plus facilement, par exemple sur un menton, exactement la forme qu'on va lui donner, le matériel qu'on va utiliser pour repositionner ce menton, avec des guides de coupe sur mesure. Et donc, ce type d'évolution technique, j'aime bien parce qu'on n'est pas beaucoup à le faire. Ça nécessite un peu de réflexion préopératoire, un planning, et après, le jour du bloc, ça devient hyper simple parce que tout est anticipé. Alors, ça n'empêche pas que c'est un peu comme un pilote d'avion. Le jour où il y a une petite défaillance, il faut savoir reprendre la main, mais c'est très confortable aussi de faire une chirurgie sur mesure qui se passe bien parce que bah, voilà, c'est une croisière, quoi. Il se passe pas grand-chose. Et après, en termes d'évolution technologique, je trouve qu'avec les impressions 3D du titane et la planification 3D et les logiciels, on arrive à faire des progrès sur la qualité du résultat qu'on ne peut pas avoir avant, notamment sur des asymétries du visage qui étaient dures à opérer. Ouais, Aujourd'hui, j'ai des meilleurs résultats grâce à cette technologie que si je ne l'utilise pas et que je le fais à main nue, bah, je ne vais pas avoir la même qualité de finition, c'est pas possible. d'accord. Donc aujourd'hui, en termes de technologie médicale, je comprends que c'est très important dans votre métier. Mhm. Les quels sont il y en a d'autres qui sont essentiels, donc il y a la planification 3D que vous utilisez, beaucoup pour, la chirurgie osseuse, notamment la symétrie. Oui. Ou il y en a d'autres auxquels vous pensez, même par exemple pour, bah, effecti il y a déjà l'ultrasonique, hein, pour le nez. Ouais, l'ultrasonique pour le nez, bien sûr. Il y a là, en ce moment, je suis en train de réfléchir sur un projet d'intelligence artificielle et de consultation, parce qu'en fait, je me rends compte que dans les questions qu'on me pose, il y a toujours un peu le même type de questions, le même type de stress. Et j'essaye de me dire que on pourrait faire une sorte de pré-consultation avec un avatar qui serait enfin, entraîné avec de l'intelligence artificielle mais médicale spécialisée pour pouvoir répondre à des questions que les gens peuvent se poser bah, à 1 heure du matin ou alors un quart d'heure après la consultation. Ils sortent de chez moi et après ils se disent ah, j'ai oublié de lui demander ça. Ils n'ont pas forcément la possibilité de le faire. Ils m'envoient un mail, mais des fois le temps de réponse est un peu long. Et je me dis, si j'avais un assistant virtuel de consultation, mais qui soit vraiment programmable, ça serait intéressant. Oui, le fait de systématiser, en fait, du coup, les réponses que vous pouvez Mhm. apporter pour, le patient, Ouais. pour qu'il soit plus accompagné, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, c'est ça. Sans enlever le côté humain de la consultation qui est indispensable, mais je pense que dans le avant et le après, on peut faire deux, trois consultations comme ça. Le proposer, en tout cas, il y a des gens qui C'est l'utiliseraient une super idée, ouais. Ouais. volontiers. Donc ça, je réfléchis à ça parce que je vois que des fois, sur les mails que j'ai, en fait, ce qui m'a donné cette idée, c'est que je reçois des mails et Ouais, j'ai des réponses qui sont préenregistrées parce que avec le temps, j'ai toujours les mêmes questions. Donc ouais, j'ai des modèles de réponses dans Gmail. Alors je les modifie toujours un peu, mais on va dire qu'à 99%, il y a la trame est là, quoi. bien sûr. Et donc je me dis, en fait, l'étape d'après, c'est finalement moi de plus envoyer de mails. L'automatisation. Voilà, ça arrive, c'est lu, c'est intégré, ça renvoie. Et puis derrière, ça peut amener d'autres mails plus pointus auxquels je réponds, mais c'est un peu ça l'idée, ouais. Et donc l'intelligence artificielle qui est d'ailleurs, très controversée, Mm. vous pensez qu'elle peut être aussi utilisée, dans la chirurgie, Oui, en ouais. opératoire? Moi je pense que dans mon métier, je sais pas, je ne vais pas faire de prédiction, mais dans 50 ans, il y a plein de chirurgies qui vont se faire uniquement par des robots. Par exemple, dans ma spécialité, vous faites une chirurgie purement osseuse du menton. Ouais,
Donc la technique, c'est de passer par l'intérieur de la bouche, couper une petite baguette d'os, l'avancer, mettre une plaque et des vis. Aujourd'hui, on peut faire la planification 3D, l'impression 3D de la plaque qu'on va utiliser, savoir quelle vis on va utiliser à l'avance. L'étape d'après, ça va être une chirurgie robot assistée où vous allez positionner des marqueurs sur le visage ou des sondes osseuses et le robot va pouvoir découper l'os en sachant exactement qu'il est au bon endroit avec une coupe, avec d'ailleurs la technologie ultrasonique, hein, c'est Ouais, parfaitement compatible, mais faite par le robot? faite par le robot, par exemple moi qui supervise, qui regarde ça, mais je sais que ça va se passer correctement. Si ça se passe pas correctement, évidemment, on a un contrôle, mais on valide chaque étape. Ouais, Et puis après, à terme, je me dis, pour des chirurgies qui sont mécaniques, il n'y a pas de raison que, en fait, le robot ne puisse pas le faire. Alors, il y a des chirurgiens, ils vont entendre ça, ils vont hurler, ouais, mais en pratique, c'est ça, parce que un mécanicien, aujourd'hui, vous allez changer votre pare-brise, par exemple, qui est cassé chez Carglass. Quand vous voyez la scène, le technicien, il accroche juste un pare-brise sur une machine qui change tout seul. Il n'est c'est plus vrai. comme avant à faire le joint, c'est fini ça. Et si vous aviez dit à ce technicien il y a quelques années, mais bientôt c'est une machine qui va le faire, il vous aurait dit, ah non, il y a le joint, il y a ci, il y a ça. Et nous, en chirurgie, c'est pareil, on va vous dire, ah mais il y a la muqueuse, il y a les nerfs. Oui, mais on sait où ils sont en fait, donc Ouais. c'est déjà prédictible. Sur des chirurgies de tissu dur, je pense que l'avenir, c'est clairement l'intelligence artificielle, la robotique. Et en termes d'éthique, vous pensez que voilà, qu'il y a des choses qui sont à travailler, mais que c'est faisable? Moi, je pense que c'est complètement faisable si c'est supervisé. Là où c'est pas éthique, c'est si vous avez une structure commerciale qui va acheter un robot qui va opérer et qu'il n'y a pas, il y a pas Pas de d'information, il n'y a pas de contrôle? contrôle municipal, il n'y a rien. Mmh. Après, moi, honnêtement, les patients que j'opère, euh, ils sont contents que ce soit moi, mais ils voient surtout le résultat. Si le résultat leur plaît, ils sont contents. Donc, si c'est moi plus un robot et que le résultat est aussi bien que moi, voire mieux, ben, ils seront très contents en réalité, hein. Ça va pas oui, ça va pas les freiner. Mmh. Non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Donc plutôt, ouais, une Ça se bonne fait déjà un innovation. petit peu dans la chirurgie orthopédique de prothèses de genoux. Donc, vous avez une société qui a développé un robot qui fait des coupes Ouais. d'orthopédie auto-guidées, c'est-à-dire le chirurgien met la main dans une espèce de gâchette, comme un pistolet, il appuie et le robot, lui, va couper, mais va modifier ses angles. Donc le chirurgien, en fait, fait juste ça et le robot, lui, fait toutes les coupes. Ah oui, c'est S'il y a génial. un problème, le chirurgien lâche la gâchette, reprend la main chirurgicalement. Mmh mh. Mais en réalité, on est déjà à un stade où c'est quasiment plus le chirurgien qui opère. Et vous pensez qu'au niveau du visage et du cou, comme les surfaces sont plus petites, ça peut être, plus compliqué à mettre en place? Non, sur le visage, le cou, ça va être très compliqué parce que c'est des tissus mous. Donc, par exemple, le cou, vous devez adapter votre geste au battement de la carotide, à la D'accord. respiration du patient. Donc là, oui, pour anticiper ça avec un robot, c'est plus dur parce que c'est vraiment du temps réel. Par contre, sur des structures figées, par exemple, vous opérez un front où il faut découper cette partie-là du front, changer, mettre une grille. C'est une chirurgie de cranioplastie. Un robot peut le faire à 100% parce que rien ne bouge en réalité. Et donc là, on est vraiment sur, la partie, bloc. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir un intérêt aussi, pour des procédures que vous faites au cabinet, au niveau, vraiment sur l'esthétique? Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle pourrait intervenir aussi sur ce type d'intervention? Oui, moi je pense que vous avez. Enfin, moi je suis assez. Enfin, pas futuriste, mais je vois comment les choses évoluent. J'imagine bien que bientôt vous allez mettre votre visage comme un cadre d'ophtalmo. Vous voyez, vous êtes un peu serré, vous Ouais. allez faire un regard méchant, et puis le robot va analyser que bah, le muscle ici qui s'appelle corrugator, il contracte trop, ça vous crée l'arrêt du lion, et il va vous injecter la dose de Botox qu'il Oh faut dans waouh! le muscle. Et je vois ça, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le raisonnement qu'on a nous. On voit le patient, on le fait contracter, on analyse son anatomie, on regarde quel muscle se contracte et on détermine la dose en fonction du muscle. OK. On le fait avec l'expérience et intuitivement, mais c'est très, très, très systématisable. Ouais. Et le geste technique n'est pas compliqué. Donc, moi, je vois bien un robot injecteur de Botox, par exemple, où vous venez, vous mettez votre tête, vous êtes injecté, et puis là, voilà, vous avez le résultat quasiment tout de suite. Ouais.
Donc oui, j'en viens à la question, comment vous voyez l'avenir de la chirurgie du visage? C'est clairement, des robots, Mmh. et voilà, beaucoup Ouais, plus beaucoup de d'automatisation qu'aujourd'hui. exactement. Ouais, je vois pas mal de robotisation, ouais. Ouais, ouais. Super. Hem, Est-ce qu'il y a des choses que personne ne sait dans votre domaine qui pour vous, enfin qui sont importantes à savoir, que vous aimeriez nous partager? Que personne ne connaît dans mon domaine d'activité? Ouais, vous vous dites, bah, ça en fait, c'est quelque chose, qui n'est pas assez connu, par le public, par les gens. Ah oui. J'aimerais bien en parler aujourd'hui. Oui, par le grand public, oui, il y a moi je pense que la chirurgie des mâchoires, c'est une chirurgie qui peut être complètement développée et on va dire, c'est une chirurgie qui a été développée au départ sans anesthésie, puis après il y a eu une petite anesthésie, puis après les gens étaient bloqués avec des fils d'acier, la mâchoire était fermée pendant des mois, les gens devaient se balader avec un ciseau, donc ça donnait une image de cette chirurgie qui était très barbare, très risquée, très douloureuse, les techniques avec les marteaux au burin, les gens sortaient la tête comme ça pendant 3 mois, et tout le monde garde cette image que la chirurgie des mâchoires est très compliquée, très douloureuse, très lourde, y compris chez les médecins. Moi, j'ai des confrères qui me disent c'est de la barbarie, j'ai ma fille qui a ça, mais je veux pas la faire opérer. Et en Et fait, avant ah, je ouais. vous coupe, avant de se faire opérer, l'orthodontiste, a vu le patient ou pas? Oui, oui, bien sûr, l'orthodontiste voit le D'accord, patient dans la plupart des cas, il explique, d'accord. mais des fois, les orthodontistes leur disent, vous savez, c'est lourd, c'est compliqué, on est sur quelque chose d'assez spécial. Et je pense que dans la réalité, c'est une chirurgie qui va vite. Quand on a l'habitude de le faire, voilà, ça se passe bien. On coupe les os avec cette scie à ultrasons, ça saigne pas. Les suites opératoires, au bout d'une semaine, 10 jours, vous retravaillez. Il n'y a plus du tout de blocage avec du fil d'acier, etc. Donc les suites opératoires, ça n'a rien à voir. D'accord. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va se démocratiser de plus en plus. Ça a beaucoup changé en fait, donc Ah oui, oui, en l'espace de 10-15 ans, avec les plaques sur mesure, l'amélioration du titane, même nous, de nos procédures chirurgicales, le- les, les suites pour le patient, c'est complètement acceptable sans difficulté. Ouais. Moi, la moyenne des patients maintenant en douleur, c'est 2 sur 10. Il y a 5 ans, on était à 4-5 sur 10. Pour la même chirurgie, même chirurgien, c'est juste que maintenant, ça va un peu plus vite, c'est un peu mieux calibré. Les outils sont plus précis. Voilà, l'évolution, elle a été là. et d'accord, donc un message important en tout cas pour ceux qui pensent à la chirurgie des mâchoires. Vous pouvez nous préciser pour quelle indication, on est? Est-ce que c'est plutôt fonctionnel, esthétique? Alors, c'est les deux. C'est esthétique quand vous avez un menton fuyant, un menton en arrière, un double menton qui est lié au fait que la peau est pas bien tendue entre la pointe du menton et le cou. Une sensation aussi d'avoir la mâchoire décalée. Vous pouvez avoir à l'inverse les gens qui sont prognates avec une mâchoire trop en avant ou la mâchoire du haut qui est trop en arrière. Après, il y a beaucoup d'indications de mauvaise respiration nasale parce que le palais est étroit et du coup les fosses nasales sont étroites. Donc, on fait beaucoup de chirurgie des mâchoires aujourd'hui dans les syndromes d'apnée du sommeil pour élargir les fosses nasales et faire en sorte que les gens respirent mieux par le nez. Donc, ouais, il y a ça aussi, ouais. C'est super et moi j'avais quand même, une petite question, une dernière question à vous poser, docteur Larry. Heu, Est-ce que vous pouvez me citer un de vos films préférés, ou acteur, actrice, heu Ah ouais, et pourquoi? il y en a plusieurs. Alors, c'est pas du tout chirurgical et ça n'a rien à voir avec mon domaine. Non, c'est Euh, normal. Moi, j'avais vu quand j'étais enfant, enfin ado, mais jeune ado, le film qui s'appelle Hit avec Robert De Niro et Al Pacino. Ouais. Et en fait, à cette époque-là, je rêvais d'avoir une vie avec un peu d'adrénaline. Donc, je trouvais que Braqueur, c'était pas mal. Et j'ai pas eu le courage de le faire, mais c'est un film qui m'avait marqué parce que je trouvais qu'on voyait un peu la vie du braqueur, le stress, la préparation. Un peu bad boy, quoi. Ouais, 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 non, c'était pas mal, ouais, ça m'avait plu ce film. Et après, j'ai adoré le film Inception Ouais. avec DiCaprio, DiCaprio. voilà, où il y a plusieurs niveaux, où en fait vous vous dites, mais est-ce que ce que je vois, c'est la réalité? Est-ce que des fois je suis pas troublé par mes propres perceptions? Et du coup, je trouvais ça intéressant.
Voilà, c'est les 2 films, mes 2 films Avec préférés, c'est ça. beaucoup de couches et Ouais, de c'est ouais, ça. Des de passages en en couche où on peut descendre un peu plus dans le conscient ou l'inconscient. d'accord. Et d'ailleurs, après ce film, j'ai fait des petits tests, en consultation où je me suis C'est vrai? rendu compte que, ouais, les gens finalement décidaient des fois, heu, de faire un acte ou de faire avec plus l'inconscient que le conscient. C'est-à-dire qu'en gros, si, ils avaient dans l'idée que ça allait être mieux pour eux, même si, ils avaient peur, même si le prix, même si ceci, même si cela, si vraiment ils avaient la notion, que ça allait être mieux pour eux et que c'est ce qu'il fallait qu'ils fassent pour eux, ben, ils allaient le faire. Et en fait, le mode de décision, il est pas du tout conscient finalement. Il est très influencé par l'inconscient. Ah ouais, donc c'est intéressant, du coup, ça vous a fait repenser un peu Oui. à Ça m'a Inception? fait repenser mes consultations. En fait, j'étais dans l'idée de me dire, je vais essayer de améliorer les consultations pour l'information, mais aussi pour augmenter mon taux de conversion, c'est-à-dire le Ouais, nombre de gens qu'on voit et le nombre de gens qu'on opère. Et en fait, là maintenant, je suis à un taux de conversion qui est à 98%, parce que avant de parler du projet, en fait, je désamorce toutes les peurs des gens, c'est-à-dire vous n'allez pas saigner, vous n'allez pas avoir mal, vous n'allez pas mourir sur la table de l'opération. En fait, j'ai fait une liste des 10 questions les plus fréquentes, qui sont des angoisses. C'est-à-dire quand les gens viennent me voir, en fait, avant de parler de je veux changer de nez, ils vont avoir peur de mourir, peur de l'anesthésie, peur de la douleur, peur des mèches. Voilà. Et logique, ouais. peur de saigner à la maison, peur du plâtre, peur d'être défiguré Le des bras. risque, Ouais, c'est ça. En gros, en fait, c'est un peu comme un enfant. Il arrive devant une piscine la première fois, il veut nager, mais il a peur de se noyer. On lui a dit qu'il risquait de se noyer, qu'il n'avait pas les brassards, etc. Et si vous lui dites non, non, mais ok, il y a l'eau, mais moi je suis maître nageur, je vais t'accompagner, ça va bien se passer, ben finalement il y va. Et il trouve du plaisir à y aller. Et en fait, c'était un peu ça l'idée. Et depuis que je fais ça, dans les consultations, je vois les gens au début, ça arrive, ils sont stressés, comme s'ils passent à un niveau où ils sont, ouf, ok, il y a plus de stress, ils s'intéressent vraiment au projet esthétique. Et là, c'est du temps pour eux parce qu'ils profitent de ce temps sans stress. ouais. Et du coup, ils repartent. La plupart, ils sont décidés, quoi. Ouais. Oui, parce que finalement, il y a beaucoup de psychologie et beaucoup d'appréhension aussi, Oui, c'est ça, c'est ça. avant de faire une chirurgie pour le patient. Donc voilà, comme vous dites, vous amorcez vraiment cette phase-là, Ouais. pour qu'il puisse passer sereinement à l'étape suivante. Il y a beaucoup de recherches sur Google, il y a beaucoup des fois de conneries que vous pouvez lire sur des forums Ouais, ou alors de bouche à oreille négative qui fait que bah, des gens viennent avec des prérequis qui sont pas forcément les bons. Alors Internet, c'est très très bien parce qu'ils ont un accès à l'information qui est illimité. Donc des fois, ils sont pointus, ils connaissent beaucoup de choses, c'est pas mal. Moi, je suis content d'ailleurs qu'il y ait beaucoup d'informations parce que ça permet aussi de discuter, pas d'égal à égal, mais d'avoir une vraie discussion et pas juste de dire c'est moi qui sais, on va faire ça, point barre. Mais après, des fois, sur les erreurs, sur les stress, vous avez des trucs qui traînent qui sont fous, quoi. mmh. Super, merci à vous docteur Larry pour cet échange. Bah, de rien. C'était, MedTech with Julia. À très bientôt.